Chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, en cette soirée du mardi 26 mars 2024. Dans les détails des informations de ce jour, les bureaux fiscaux auront une permanence du 27 mars au 8 avril pour que les candidats aux élections puissent obtenir leur certificat de régularité fiscale, document requis pour le dossier de candidature aux législatives, selon le communiqué publié hier par le directeur général des impôts. Reportage de route, Christelle Rakout-Malal. Il est demandé aux candidats qui se présenteront aux élections législatives du 29 mai un certificat de régularité fiscale. Les documents suivants sont donc nécessaires pour cette demande. Pour un candidat titulaire d'un numéro d'immatriculation fiscale, la carte fiscale à jour et la dernière situation des déclarations et de paiement d'impôts et taxes, y compris la justification de paiement des impôts fonciers. Pour un fonctionnaire et assimilé, les fiches de paie ou les avis de crédit des 3 derniers mois et la justification de paiement des impôts fonciers. Pour un salarié du secteur privé ou autre organisme, l'attestation de paiement de l'impôt sur les revenus salariaux dûment certifiée par l'unité opérationnelle gestionnaire du dossier fiscal de l'organisme employeur et la justification de paiement des impôts fonciers. Pour les autres cas, immatriculation en ligne sur NIF Online en vue de l'obtention du numéro d'immatriculation fiscale, déclaration et paiement de l'obligation fiscale de l'année 2024 et la justification de paiement des impôts fonciers. Ils sont déposés au bureau des impôts près du lieu de résidence du candidat, accompagnés par une déclaration sur l'honneur. Selon le communiqué publié hier par le directeur général des impôts, il a également annoncé que les bureaux des impôts seront ouverts 7 jours sur 7, du 27 mars 2024 au 8 avril à 17 h. Ils seront donc ouverts le 29 mars et à Pâques. Parmi les défis du ministère de la Population et des Solidarités à relever dans un délai de 100 jours figure la création d'emplois et l'intégrer dans le secteur formel des associations de femmes dans toute la grande île. Il y a aussi la planification avec les partenaires de la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre et la célébration du 8 mars à Touamas. 80% de ces défis ont été relevés à ce jour, a déclaré aujourd'hui la ministre de la Population et des Solidarités. Reportage de Natera Koutmav sur les images de Nzar Hadjiansu. Les défis du ministère de la Population et des Solidarités dans le cadre des 100 jours d'activité, instaurés par le président de la République, sont multiformes et dépendant des différents ministères techniques. La ministre Fumenjaza Angunabin a déclaré que des organisations de femmes ont été intégrées dans le secteur formel afin de pouvoir leur apporter également un élan professionnel et des formations. Dans cette optique, 5 900 organisations féminines ont été intégrées dans le formel et 5 600 de plus ont reçu des kits de démarrage suite à une coopération entre le ministère de la Population avec d'autres ministères. Le rôle du ministère de la Population et des Solidarités est de trouver les bénéficiaires localement et de leur fournir les projets via les ministères, comme celui de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le plaidoyer en faveur du recours à la planification familiale fait également partie des tâches prioritaires du ministère de la Population et des Solidarités durant les 100 jours d'activité en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Les familles malgaches vulnérables devront avoir recours à ce planning familial afin de pouvoir lutter contre la pauvreté, a souligné la ministre. La coopération avec les partenaires techniques et financiers pour établir une stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre fait également partie des défis à relever, notamment à travers la formation, l'information et la sensibilisation. Elle exhorte également tout un chacun, qu'il soit du public ou du privé, à lutter contre la violence. En conclusion, 80% de défis à relever en 100 jours l'ont été pour le ministère de la Population et des Solidarités. Mais 12 maisons d'habitation dans le camp de gendarmerie EP1 de Mazouarive ont été victimes d'un incendie vendredi dernier. Plus de 70 familles sont actuellement sans abri et la plupart de leurs biens ont été détruits à cet effet. Suite à l'appel lancé par la députée élue dans le 2e arrondissement de la capitale, le ministre de la Population et des Solidarités est venu ce matin au chevet de ces sinistrés pour leur offrir une assistance temporaire, notamment des ustensiles de cuisine, des matelas
matelas, des fournitures scolaires et divers articles nécessaires en urgence. À noter également que le BNGRC a déjà pris en charge les victimes tandis que la gendarmerie nationale se charge de la réhabilitation des infrastructures. Dans un autre sujet, les personnes qui ont porté plainte contre la députée d'Antira B2, Nirine Naravelou-Anch, réclament toujours la suite de cette affaire. En effet, cette dernière n'a pas encore été retrouvée jusqu'à aujourd'hui et est toujours recherchée. Selon les informations, cette ancienne députée aurait changé de nom et d'apparence et envisage encore de se présenter aux élections législatives au mois de mai. Reportage de Mervo Letzferen. L'ancienne députée d'Antira B2, Nirine Naravelou-Anch, a utilisé la société Smart Cargo pour arnaquer de nombreuses personnes. Elle a été à la tête de cette entreprise qui œuvrait dans l'importation et l'exportation depuis 2013. Des centaines de clients arnaqués par cette députée ont porté plainte contre elle depuis 2015. Elle a même menacé de mort certains de ses opérateurs qu'elle avait escroqués. Cette ancienne députée aurait également procédé à des fraudes et de fausses déclarations à la douane. Néanmoins, l'abus de confiance qu'elle a perpétré à travers l'entreprise Smart Cargo qu'elle dirigeait constitue la principale accusation portée contre elle. Le 23 décembre 2021, un autre avis de recherche a été émis à son encontre après celui émis en 2019. Mais jusqu'à ce jour, encore aucune nouvelle d'elle. En conséquence, les plaignants lancent un appel aux autorités en charge de cette affaire, surtout que selon des informations, cette femme aurait changé d'apparence et de patronyme et envisagerait de se présenter aux élections législatives du 29 mai. Et la production d'électricité de la centrale d'Indekalek qui alimente le réseau interconnecté d'Antananarivo a diminué de 70% depuis hier. En effet, le barrage d'Indekalek est bouché en raison des déchets qui se sont accumulés suite aux récentes précipitations. Ainsi, la diminution de quantité d'eau alimentant la centrale entraînera une perturbation de l'approvisionnement en électricité dans le RIA, confirme la Jirama. Anne Martina nous en dit plus. La centrale d'Indekalek ne peut produire que 35 MW d'électricité au lieu de 114 MW prévus depuis lundi soir. Ainsi, la production a diminué jusqu'à 70%. Selon les informations, cette diminution est causée par les intempéries de ces derniers jours. Ce gap qui va perturber l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarivo ainsi que la production d'eau à Antananarivo et ses environs. Selon les explications fournies par la société d'État, les fortes pluies de ces derniers jours ont provoqué l'accumulation des déchets au niveau du barrage d'Indekalek. Cela a ainsi entraîné la réduction de la quantité d'eau qui alimente la centrale. La Jirama indique que ses équipes sont à pied d'œuvre pour enlever les déchets, mais les travaux sont difficiles à cause des pluies qui restent abondantes dans la zone. Concernant les actualités météorologiques, la perturbation tropicale qui s'est formée dans l'océan Indien s'est intensifiée rapidement et s'est transformée en cyclone baptisé par Météo Madagascar au nom de Gaman à 5 heures locales ce matin. D'après les informations, il devrait longer les côtes de Sava, voire atterrir dans la ville de Sambave demain après-midi ou dans la nuit au stade de cyclone tropical. Reportage. La perturbation tropicale qui s'est formée dans l'océan Indien s'est intensifiée rapidement et s'est transformée en cyclone dénommé Gaman à 5 heures aujourd'hui. Vers 15 heures locales, son centre était positionné à 130 km au nord-est de Weimar. Il a continué de s'intensifier et est désormais classé forte tempête tropicale. Le vent moyen qu'il apporte est estimé à 110 km/h avec des rafales de 155 km/h. Gaman continue de se déplacer lentement vers le nord-ouest à une vitesse de 3 km/h. D'après les tendances des données récentes, elle devrait longer les côtes de Sava, voire atterrir dans la ville de Sambave demain après-midi ou dans la nuit au stade de cyclone tropical avec une vitesse de vent moyen à 150 km/h. Les conditions météorologiques sur le nord et nord-est se sont déjà dégradées depuis hier, dégradation qui devra gagner la région Analindirouf ce jour. Face au risque de fortes pluies qui peuvent atteindre plus de 80 mm en 24 heures, des inondations généralisées et des glissements de terre seront à craindre pour les zones vulnérables jusqu'au jeudi 28 mars. De plus, les ondes de tempête associées à Gaman pourraient engendrer de fortes houles le long des côtes de Sava à compter de demain 27 mars.
Face aux dangers potentiels que présente Gaman, les régions Diana, Sava et Analindirouf sont placées en alerte jaune. Les usagers maritimes entre Intiran et Mahanour ne devront plus s'aventurer en mer jusqu'à écartement total de danger. Ceux entre Analalav et Intiran sont invités à rester très vigilants car les conditions météorologiques pourraient être temporairement dangereuses. Et le ministre des Mines, Rakotomalala Ernjane Olivier, a reçu ce jour en Pandjinom, la nouvelle ambassadrice de Corée, Park Jin-young. Les deux parties ont convenu le renforcement de la coopération entre les deux pays. La Corée, qui est l'une des actionnaires d'un grand projet minier à Madagascar. Plus de détails. C'est une courtoisie pour discuter sur les moyens de renforcer la coopération minière, surtout entre Madagascar et la Corée. Place maintenant aux actualités internationales. Une partie du pont Francis Scott Key à Baltimore s'est effondrée mardi après qu'un grand bateau est entré en collision avec une colonne de la structure. Plusieurs véhicules sont tombés à l'eau et les pompiers recherchent au moins 7 personnes dans la rivière. L'état d'urgence a été décrété par le gouverneur de l'État de Maryland, France 4. Ensuite, la Cour d'appel de l'État de New York a donné lundi à Donald Trump une nouvelle bouffée d'air en ramenant à 175 millions de dollars la somme qu'il doit payer à la suite de sa condamnation au civil par fraude financière. L'ancien président a été condamné à 454 millions de dollars d'amende avec ses fils pour fraude financière au sein de leur empire immobilier Trump Organization. France 4. Visage fermé, Donald Trump quitte le tribunal de New York avec tout de même une pointe de satisfaction. L'ex-président américain a vu sa caution fortement réduite dans une procédure civile passant de 454 millions de dollars à 175 millions de dollars. Immédiatement, le candidat républicain à la prochaine présidentielle a assuré qu'il paierait rapidement cette somme. Je respecte grandement la décision de la division d'appel et je déposerai les 175 millions de dollars en espèces, en obligations ou en garantie, ou tout ce qui sera nécessaire très rapidement dans les 10 jours. Donald Trump est mis en cause avec ses fils pour fraude financière au sein de la Trump Organization. Sans paiement, l'ex-président américain peut voir son patrimoine immobilier saisi comme la Trump Tower ainsi que ses comptes gelés. La forte réduction de cette caution à payer lui offre une réelle bouffée d'oxygène et lui permet de conserver une importante somme d'argent pour sa campagne. Mais Donald Trump n'a pas obtenu que des bonnes nouvelles ce lundi à New York, car il était également attendu au tribunal pénal dans une autre affaire, celle avec l'ancienne actrice pornographique Stormy Daniels. Le candidat républicain est soupçonné d'avoir payé l'ex-star du X en échange de son silence sur une relation supposée. Il sera bien jugé dès le 15 avril, lui qui tentait de repousser le procès au maximum, si possible, après la présidentielle de novembre. C'est une honte ce qui arrive dans notre pays. C'est une interférence dans les élections. Ils font des choses qu'on n'a jamais vues par le passé dans notre pays. Il s'agit d'un procès historique pour un ancien président américain. Donald Trump risque jusqu'à 4 ans de prison. Et à 4 mois des Jeux Olympiques, la France est à nouveau en alerte maximale face à la menace d'attentat dans la foulée de l'attaque de Moscou menée selon Emmanuel Macron par un groupe djihadiste à l'origine de plusieurs tentatives récentes sur le sol français. France 4. À Paris, l'heure olympique se rapproche et les préparatifs s'accélèrent. Mais sur la route des Jeux, des obstacles restent-ils à surmonter ? Du côté des chantiers, nouvelle étape de franchie lundi avec l'inauguration du village des médias qui doit accueillir 1500 journalistes. Le projet du village des médias, il faisait beaucoup de sens au départ pour le territoire de la Seine-Saint-Denis.
Il est livré exactement dans les temps, exactement avec le niveau d'ambition qui était fixé au départ. Il y a quelques jours, les mêmes officiels inauguraient le stade Yves du Manoir, qui avait abrité il y a 100 ans les premiers JO parisiens. À 4 mois des Jeux, la plupart des ouvrages sont terminés. Mais certains chantiers accusent des retards, comme une partie du village olympique sur l'île Saint-Denis ou la piscine de Colombes qui doit être livrée début juin. Des retards aussi dans les transports. La nouvelle gare Porte-Maillot est toujours en travaux et les lignes de métro 15, 16 et 17 promises dans le dossier de candidature ne seront pas prêtes pour les Jeux. Pour acheminer les 800 000 spectateurs attendus chaque jour, la région annonce renforcer de 15% la fréquence des lignes et prévient les Parisiens, ils devront se préparer à marcher. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche, c'est bon pour la santé. On est au mois d'août. On espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne et profiter des berges de la Seine. Autre défi titanesque, la sécurité. Pendant plus d'un mois, plus de 30 000 forces de l'ordre seront mobilisées chaque jour et même 45 000 durant la cérémonie d'ouverture. Une parade fluviale longue de 6 km avec 326 000 spectateurs, une jauge déjà divisée par 2. Face au risque d'attentat après l'attaque de Moscou, la France a relevé son plan Vigipirate au niveau maximal, mais les autorités assurent que la police et les services de renseignement seront prêts pour les Jeux. Nous pensons que l'attention des services de renseignement et de la population française doit être éveillée, parce que la menace est forte, mais on n'a jamais été autant armé, je veux le dire aux Français, contre le terrorisme, et on n'a jamais autant déjoué d'attentats en France. Selon un récent sondage, 37% des Français attendent les Jeux Olympiques avec impatience. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et vous serez au rendez-vous avec Ruth Rissel Rakout Malel pour l'édition de demain. Au revoir.